le podcast On n'a que l'info qu'on se donne, enregistré dans les studios de UFM. Merci Geoffrey qui est à la technique aujourd'hui. Et bonjour à tous, bonjour Sophie, bienvenue dans cette émission qui va se consacrer à la thématique de l'année, propagande et information. On rappelle que ces projets sont soutenus par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre des projets de promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité. Wow, bravo. J'y suis arrivé. On reçoit aujourd'hui Elio, Adjar et Nour Verkindere pour parler de leur chaîne YouTube et TikTok. On écoute un extrait. Aujourd'hui, vraie question. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de ministres et de gouvernements en Belgique ? On a 6 gouvernements, 6 parlements et 53 ministres. Ça fait beaucoup là, non ? Mais du coup, à quoi ça sert ? Pour comprendre et trouver ma réponse, j'ai fait ce que tout le monde aurait fait à ma place. Je me suis inscrit à l'université, j'ai fait 5 ans d'études en sciences politiques, reçu mon diplôme, et là, j'ai compris. T'es mal la taille de ce mytho, il a même pas son diplôme, il a juste envoyé un mail à la commune pour accéder au balcon. Vas-y, retourne étudier, mon fou. Alors Nour et Léo, bienvenue dans cette émission. On découvre un peu votre univers avec cette petite capsule audio. Oui, un petit peu. Est-ce que vous pouvez vous présenter du coup ? Oui. Donc moi je m'appelle Elio Adjar. Bonjour, merci de nous recevoir dans votre émission déjà. Moi je m'appelle Elio Adjar, je suis un vidéaste, créateur de contenu et j'ai fait toute une petite série de vidéos pendant la campagne des élections fédérales et régionales du 9 juin. Pour pouvoir tout simplement un peu expliquer les enjeux et faire de la vulgarisation politique. Donc, voilà, c'était un exemple qu'on a entendu d'une petite capsule que vous avez diffusée sur TikTok, YouTube, les deux. TikTok, YouTube, Instagram, où on peut. Alors comment est né ce projet, Nour ? Tu peux nous expliquer un petit peu ? Alors moi j'étais pas là au tout début, à la genèse du projet, enfin j'étais là mais de très loin pour écouter Elio m'en parler longuement. Mais donc je pense que tu l'expliqueras peut-être un peu mieux que moi le début du projet. Alors le tout début du projet, c'est que et après je te laisserai embrayer au moment où tu rejoins. Ok. Le tout début du projet, il remonte à un petit temps quand même parce que donc moi je suis vidéaste depuis vraiment tout petit, j'ai toujours été passionné par ça. Et ça fait 4 ans que je suis vidéaste indépendant à côté de mes études. Donc j'ai travaillé avec surtout des artistes pour faire du clip, pour faire de la vidéo. J'ai entendu un nom célèbre dans une des interviews. Tu as travaillé pour Stromae, c'est ça ? Alors j'ai fait une vidéo pour Stromae, mais malheureusement pas avec lui, mais avec toute son équipe. Donc j'ai des super contacts avec son label, qui est un des plus chouettes labels de Bruxelles, je trouve. Mais oui, voilà, donc j'ai travaillé avec quelques artistes à Bruxelles donc c'est comme ça que je me suis, on va dire, formé en vidéo. Et en parallèle de ça, j'avais mes études et je constatais qu'il y avait vraiment un fossé qui se créait entre moi, qui comprenait de plus en plus comment la politique fonctionnait, particulièrement en Belgique, et mes potes qui n'en avaient rien à faire et qui n'y comprenaient rien. Il m'a quand même fallu finir mon bachelier pour comprendre un peu les bases, donc c'était pour montrer à quel point c'est pas facile. Et du coup, je me suis très vite rendu compte de la nécessité qu'il y avait de rendre ça accessible, parce que ça nous concerne toutes et tous. Donc j'ai fait une première vidéo pendant le Covid dans ma chambre, puis j'ai plus pensé à ça pendant 2 ans et j'en ai discuté avec une prof de Sciences Po qui s'appelle Émilie Van Haute de l'idée de ce projet. Et comme je devais faire un stage en fin de master, on s'est dit pourquoi pas le faire comme ça, quoi. Et donc c'est à la base comme ça, c'est comme un projet de stage que c'est né. Et puis au fil en aiguille, via le soutien que ce soit logistique et financier de l'ULB, on a pu faire toute cette série. Et puis Nour m'a rejoint à partir du moment où j'ai sorti les premières vidéos, en fait. C'est ça votre rencontre ? Oui. Non, on se connaissait avant. Notre rencontre professionnelle. Voilà, c'est ça. Tu es étudiante aussi en sciences politiques ? Ouais, c'est ça. Je suis aussi étudiante en sciences politiques. Après, c'est pas par là qu'on s'est rencontrés, mais oui, en effet, Elio me parlait de ce projet depuis 1 an maintenant. Et puis quand les premières vidéos sont sorties, il y a quand même eu un impact, je pense, qui était au-delà de tes espoirs. Une pression aussi beaucoup plus grande que ce à quoi je m'attendais. Ouais. Et du coup, Elio m'a proposé de venir l'aider là-dessus. Donc moi, quand je suis arrivée, on a commencé à travailler sur les interviews on a décidé de travailler sur les interviews de présidents de parti. Et depuis, on co-réalise tout ensemble et on co-écrit ensemble. C'est vraiment grâce à la présence de Nour et de Jeanne Cassier, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a joué le rôle de productrice pendant toute cette série-là,
qu'on a pu faire les interviews de présidents de parti, parce que ça s'est vraiment fait très fort sur le tas, et c'était pas du tout prévu à la base. Hein. Ça fait longtemps que je travaille sur le projet, et c'est grâce à ces 2 femmes-là que j'ai pu me dire, en fait, ok, on a les compétences, je sais pas, mais en tout cas, on a au moins le temps, l'espace et la fenêtre de tir pour faire ces interviews-là. Donc, ces interviews, ça a été, si je me trompe pas, les interviews sans langue de bois, c'est comme ça que vous les avez appelées. Et ce que je propose, c'est qu'on puisse s'écouter un petit extrait pour qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble, et puis on en discute ensemble. Ouais, je dors bien. Bienvenue dans Sans langue de bois, l'interview où les politiques sont obligés de répondre en 30 secondes à chaque question. Aujourd'hui, je suis avec Georges-Louis Boucher. Georges-Louis, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, pas de problème. Magnifique. Tu auras 30 secondes pour répondre à chaque question, pas une de plus. Il y a un timer qui s'affiche là, un autre qui s'affichera là-bas. Si jamais tu veux prendre un peu plus de temps pour répondre à une question, qu'il y a une question qui est un peu prioritaire pour le parti, tu as 2 jokers. Dans ces cas-là, tu as 1 minute pour répondre. Si jamais tu dépasses le timer, il y a 2 options. Soit j'appuie sur la cloche, auquel cas tu sais qu'il faut arrêter de parler parce que ça servira plus à rien. Soit je n'appuie pas sur la cloche et je te coupe ton audio au montage et je te double avec un documentaire animalier de mon choix ou un couplet de rap, tu me diras ce que tu préfères. Donc l'idée c'est quand même de pas dépasser les 30 secondes. On va parler de 3 thématiques, le climat, les droits humains et l'enseignement. Puis on passera à la carte blanche et à la question du public. Coutume dans cette toute jeune émission qui a 1 semaine, c'est que je vais te demander de regarder cette caméra, de lever la main droite et de t'engager à dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité sans langue de bois. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, sans langue de bois. Est-ce que tu as reconnu l'invité? Je sais pas, lis-moi-toi. J'ai l'impression. Alors, faire parler les politiques sans langue de bois, c'était vraiment votre défi, le défi que vous êtes lancé dans l'équipe. Est-ce que vous avez l'impression que vous y êtes arrivé? Grande question. Très grande question. Alors, je pense que c'est impossible de faire ça parce que ils ont... pour devenir un bon politique, il faut devenir un bon rhétoricien. Et pour devenir un bon rhétoricien, il faut savoir esquiver une question, savoir recadrer et garder la face quoi qu'il arrive. Et puis, voilà, on n'a pas de formation journalistique, on n'a pas une connaissance parfaite des dossiers. Donc, l'ambition des vidéos, c'était vraiment d'avoir ce concept qui cadre l'interview de sorte à ce que si je pose une question et que l'invité a autant de temps qu'il veut pour recadrer la réponse, en fait, il peut répondre à côté de la plaque et ça va être dilué dans 3 minutes de réponse. Oui, mais avant de répondre, j'aimerais bien préciser que... Et ta. Tandis que quand tu as 30 secondes, si tu réponds à côté de la plaque, ça s'entend direct. Maintenant, je crois que voilà, ils ont des éléments de langage, certains se sont pas privés de recadrer aussi. Mais je trouve que ça a joué une sorte... un léger garde-fou en tout cas. Pour faire en sorte qu'ils aillent droit au but. Et puis je trouve que c'est assez impactant comme idée et comme manière de présenter l'interview, quoi. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Nour. Non, mais ouais, est-ce que ça a fonctionné vraiment purement sans langue de bois? Est-ce qu'on a réussi à avoir des réponses à 100% sans langue de bois? Je sais pas, mais l'idée de ce format-là, il est venu du fait que on avait l'impression que dans notre entourage, les personnes qui arrivaient pas à s'intéresser à la politique, c'était parce qu'ils avaient l'impression que on les perdait en fait, que ils avaient un peu peur du format débat aussi, où c'est difficile de comprendre, où il y a beaucoup de clés que le citoyen lambda n'a pas pour comprendre le débat et pour évaluer un peu les réponses. Et donc nous, on avait envie d'une part de se dire ok, là on va avoir des réponses honnêtes et directes, et d'autre part assez concises et assez synthétiques pour que n'importe qui puisse comprendre. Et du coup, ce défi-là, je pense qu'on a quand même relativement réussi à le relever. Le format, il est assez original. D'ailleurs, j'invite les gens qui nous écoutent à aller voir sur YouTube les interviews sans langue de bois. Mais vous vous êtes inspiré de certains codes d'autres vidéos, ou comment s'est né ce projet et ces idées, ce montage très direct, dynamique et qui... Alors, le concept, il est né d'une réunion de 1h30 avec Jeanne et Nour, après avoir déjà eu la validation des présidents de parti qu'on pourrait tourner avec eux. Donc, c'est vraiment... On était... Et avec la nécessité d'envoyer le brief au premier président dans l'après-midi, on était en mode... C'est ça, on n'avait rien. On n'avait pas de nom. On n'avait pas de nom, pas de concept, rien. Mais oui, on a... Rappelle-moi ta question. Parce que, ma question, c'est de savoir vos inspirations, comment vous avez créé les codes qu'on voit dans vos vidéos. Les inspirations, je pense que on regarde tous les deux beaucoup de contenu sur Internet. Je pense que c'est un peu une digestion de toute cette consommation de contenu-là. Et puis voilà, il y a beaucoup qui a été créé en amont quand on a écrit le concept. Et puis il y a beaucoup aussi qui s'est fait au montage, que ce soit dans les arrêts sur image, que ce soit dans les blagues, que ce soit dans les choix de musique, dans le rythme de la vidéo. Tout ça, c'est vraiment...
un mélange des contraintes en termes de timing, parce qu'on a vraiment dû faire toutes ces vidéos très vite. Donc, il y a plein de choses qu'on aurait voulu faire, qu'on n'a pas pu faire. Et du coup, qui donne un peu cette simplicité dans le montage et qui rend ça, nous, enfin, en tout cas, je trouve que c'est ça qui a vraiment donné la patte à la série. Ouais, c'est le montage. Ouais, bah oui. Et oui, aussi le niveau de fatigue qu'on avait quand on était en train de monter qui a fait qu'en fait, on partait n'importe où. Mais je pense que les inspirations, il y a d'une part, juste on s'est posé la question de pourquoi est-ce que c'est difficile de regarder juste des interviews de personnes qui sont dans la politique. Voilà. Et ensuite, ok, nos formats courts, ils ont bien fonctionné. Qu'est-ce qui a fonctionné ? C'est ce dynamisme, c'est un peu cette atmosphère un peu plus à l'aise et tout. Et du coup, comment est-ce que dans une interview, quand même sur des thèmes qui peuvent être lourds, où c'est 20 minutes assis à parler de choses sérieuses, etc., comment est-ce qu'on peut garder ce dynamisme-là ? Et donc, en effet, au montage, en fait, ça a joué beaucoup. Et c'est vrai que juste regarder des vidéos YouTube dans notre quotidien, en fait, on s'est approprié un peu malgré nous ces codes-là et on n'a pas voulu s'adapter au format d'interview, on a voulu adapter le format interview à nos modes de consommation de contenu. Ouais. Et ça vous a déjà nourri en quelque sorte de toute cette matière que vous aviez digérée. Complètement. En fait, tout l'enjeu juste pour compléter, tout l'enjeu de ce projet, on a la papote. Hein. Complètement. Ça a été comme nous on a dit, c'est vraiment d'amener les sujets politiques, d'amener ces trucs un peu barbares, un peu vieux, vers nos modes de consommation et nos codes à nous. Et du coup, c'est pour ça qu'on était très à l'aise à, par exemple, rien que le tutoiement avec les présidents de parti. Ouais. On s'est dit, en fait, on vient pas d'un média, on n'est pas là pour un projet d'école, c'est notre projet, c'est notre plateforme, donc eux, ils acceptent, ils vont jouer notre jeu pour que les gens se reconnaissent dans le contenu aussi. D'ailleurs, à ce propos, comment vous les avez convaincus ? Parce que c'est quand même exceptionnel d'avoir eu un oui, on le sait, on a essayé d'organiser un débat, c'est compliqué. Sans avoir rien déjà produit, ils vous ont dit OK. En partie le mensonge, je pense. On a utilisé de la technique de la langue de bois justement pour pouvoir attention, les avoir. On est enregistré. Alors la version officielle, c'est qu'évidemment on a sollicité leur présence, via tous les canaux qui nous étaient à disposition officiellement et que nous avons reçu des réponses positives après présentation de dossier. La version officieuse, c'est que on est allé à des débats et à des endroits où on savait qu'on allait pouvoir les trouver, on allait serrer leurs mains et dès qu'on a eu à peu près un intérêt, mais l'intérêt d'un président de parti après un débat de oui, bonne idée, voici ma carte, on s'est considéré qu'ils avaient tous dit oui, et du coup, quand on les a contactés, on leur a dit, tout le monde a dit oui. Il reste plus que vous, voilà, on a l'accord de tout le monde. C'est un peu au bluff, quoi. Le premier, on a dit le premier qui tourne, c'est le premier qui sort, le premier qui sort, c'est celui qui est le plus vu. Donc, on a eu les premiers rendez-vous à J+7 de nos premières sollicitations, et puis, hasard de calendrier, on les a eu tous jour après jour. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une semaine de notre vie où c'était lundi on voit Maxime Prévost, mardi on voit Paul Magnette, mercredi on voit Raja Mawan, jeudi on voit Georges-Louis Boucher, vendredi on voit François De Smet. Et évidemment avec les interviews écrites la veille en mode OK, on sort d'une interview avec Maxime Prévost, qu'est-ce qu'on pose comme question à Paul Magnette Vraiment complètement. Mais après faut pas non plus négliger le fait que ça a aussi été plus facile parce que la première vidéo était déjà sortie. Oui, il y avait déjà une audience. Il y avait une audience et que en fait entre-temps c'est ça, et que les politiques ils cherchent des manières de parler aux oui, c'était jeunes, du win-win, c'était du win-win complètement. Et on surfait sur l'annonce, la bonne nouvelle, un peu de un jeune va faire quelque chose pour les autres jeunes, autant utiliser ça comme canal de communication. Aujourd'hui, on est là pour parler justement de la thématique de la propagande, plus spécifiquement. Dans ce que vous avez vu des interviews, de ce que vous ont donné les hommes et les femmes politiques interviewés, qu'est-ce qui relève de la propagande, selon vous ? Ça, c'est question pas facile. Ça dépend comment on définit propagande, mais si on le définit comme communication politique... C'est la question. Définir la propagande. Mais si vous définissez propagande comme de la communication politique qui a pour but de convaincre un électeur, alors à peu près tout, de l'attitude, le simple bonjour, simple Maxime Prévost qui nous parle de son chat, tout relève de ça. Après... Ici, nous, on avait une démarche aussi qui était de leur laisser un espace de propagande, dans le sens où on sait qu'il y a un lien qui est rompu entre la jeunesse et les politiques, et l'idée, c'était de présenter l'offre politique. On voulait pas juste arriver, les mettre en difficulté, se foutre de leur gueule,
casser leur programme et juste être dans ce travail ultra journalistique de relever les incohérences de leur position, même si on a parfois essayé de le faire. L'idée, c'était quand même, il y avait toujours une question de présentation, qu'est-ce que vous voulez faire sur cette thématique-là, et donc les laisser nous vendre leur programme dans nos contraintes qui étaient les 30 secondes, le langage un peu plus familier, etc. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que, comme tu dis, si on définit la propagande comme tu l'as fait, alors oui, c'était aussi c'était le but de présenter l'offre politique, mais de la remettre en question avec les relances qu'on avait et d'aller un peu titiller justement cette propagande pour dire ok, mais bon, on va quand même aller voir si ce que vous nous dites c'est pertinent, quoi. Notre regret qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'avait pas le temps et qu'on n'avait pas les moyens de le faire, mais on aurait beaucoup aimé faire du fact-checking dans le montage pour pouvoir où on a fait quelques petites remises en contexte à certains moments. C'était des moments qu'on aimait beaucoup faire parce que ça nous faisait beaucoup rire et que au final c'était les moments de montage les plus intéressants mais les plus longs et compliqués, souvent tard dans la nuit, mais on n'a pas pu faire autant de fact-checking qu'on voulait. Et donc voilà, ça aurait été tout un autre travail journalistique derrière. Ça aurait été très intéressant de le faire, mais pour ce coup-ci, on n'avait pas vraiment le temps. Après, je pense que le concept a quand même, c'est quand même suffi pour être consommable et pas du tout dangereux. Mais c'est vrai qu'on aurait adoré pouvoir faire plus de fact-checking pour pouvoir, parce qu'en direct, c'est quelque chose de faire du fact-checking en interview. Fact-checking pour les auditeurs, donc c'est le fait de vérifier les infos qui sont dites par les politiques. Les chiffres, les arguments, tout ça. Alors justement, ces interviews, est-ce que vous avez remarqué qu'elles ont été réutilisées par les boîtes de com, les communicants des politiques que vous avez interviewés, sont devenus des outils promotionnels? Alors, une interview a été réutilisée comme outil promotionnel. Non, deux. Alors, il y a celle de Paul Magnette, où Paul Magnette a juste pris un extrait et l'a reposté sur son... a remonté un peu, remis des sous-titres, etc. Mais il y a surtout l'interview de Georges-Louis Boucher qui a été reprise par Écolo, par des militants et des candidats écolos. Parce qu'il y a un moment où, en fait, tous les présidents de partis ont joué le jeu de répondre en 30 secondes max. Et à un moment, Georges-Louis Boucher a vraiment... tendu le bâton pour se faire battre en parlant pendant 9 minutes. Donc là, on avait dit au montage, on fait ce qu'on veut. Et donc, on a tout accéléré. Et on a vraiment pris des extraits sortis de leur contexte où il dit n'importe quoi. Enfin, il caricature lui-même dans les moments. Enfin, c'est pas ses opinions politiques, mais bon, c'est sorti de sa bouche, donc on l'a laissé. Et du coup, il y a des gens, écolo, qui typiquement a repris Georges-Louis Boucher en disant voilà ce que Georges-Louis Boucher veut faire sur le climat quand il parle de si vous voulez sauver la planète, faites un potager chez vous et puis voilà. Et donc ils ont vraiment utilisé ça alors qu'il a sorti ça comme justement une caricature. C'est pas le programme de son parti, mais ça lui appartient. Et du coup, écolo s'en est servi pas mal, quoi. Tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant. Nous, on remarque aussi ça quand on dialogue avec les jeunes et compagnie. C'est parfois des tout petits extraits de vidéos qui sont complètement sortis de leur contexte et qui finalement servent un message politique alors qu'à la base c'était pas votre ambition, je pense. Ah complètement, oui. Mais après voilà, ils vont toujours tous les politiciens font ça, de reprendre des extraits de leur intervention médiatique, que ce soit pendant un clash ou alors on donne pas le contexte. Oui, les petits extraits de conseils communaux, on connaît ça super bien. Voilà, donc c'est aussi à nous en tant que consommateurs de ça, d'arriver à avoir le discernement, de se dire oui, mais dans quel contexte est-ce qu'il a dit ça, pourquoi, à qui, qu'est-ce que la personne lui a répondu, et des extraits qui se suffisent pas eux-mêmes. Après, nous, les seuls extraits qu'on postait des vidéos, c'était soit l'intro pour donner envie d'aller regarder, soit une petite séquence où on les faisait répondre au test électoral de la RTBF. Et alors là, on condensait en format 1 minute. Et c'est d'ailleurs ce qui a été le plus vu. Et je pense qu'on est à 3-4 millions de vues sur ces extraits-là. Justement, sur la communauté qui vous a suivi, on rappelle le nombre de followers, peut-être TikTok, YouTube, si vous avez ça en tête ou pas. Sur TikTok, on est à 55 000. Et sur YouTube, pas beaucoup. YouTube, 7 000, 6 000. Et Instagram, 18 000, je pense, si les chiffres sont bons. Ils montent et ils descendent. Ils sont descendus depuis les élections. Les gens nous ont abandonnés en se disant c'est bon, la mission est complète. Ça offre aussi un espace de dialogue, je suppose, avec une certaine communauté. C'est qui les gens qui vous ont suivi ? Franchement, on a l'impression des retours qu'on a eus que c'était quand même assez divers en vrai en termes de bord politique et en termes. Donc ça, c'est chouette à voir. Et puis même, on a essayé quand même, notamment dans le contexte de ces interviews, de solliciter un peu cette communauté-là qu'on avait, et donc notamment dans le choix des thématiques, des interviews, etc. Et donc
Ouais, je sais pas ce que tu as à dire sur le... Ouais, bah moi je vais, alors j'ai pas encore beaucoup à dire, mais je vais avoir beaucoup à dire parce que je vais faire mon mémoire sur justement l'impact qu'a eu ce projet. Donc sur. Tu vas quand même terminer tes études en sciences politiques. Ah oui, Grâce à ce projet. Évidemment, oui, ça aura redonné beaucoup de sens à mes études, ce projet quand même. Et oui, l'idée c'est quand même on a eu beaucoup de retours de notre communauté. Elle est extrêmement diverse. Un peu moins dans l'âge quand même, on est sur quelque chose comme du 14-35 ans, mais au niveau des opinions politiques, c'est quand même vachement représenté, donc ça c'est cool. C'était vraiment l'ambition du projet à travers aussi Stax, un peu d'objectivité et de neutralité entre guillemets académique. Vu qu'on travaillait avec Sciences Po ULB aussi, c'était d'être de pouvoir parler à tout le monde et d'être dans ce truc de aller voter, peu importe pour qui, mais aller voter en connaissance de cause. Et donc voilà, on a eu des retours super, hein, des gens qui nous disent qu'ils ont regardé les vidéos avec leurs parents, que ça a engendré des débats, que du coup ils n'ont pas voté pareil que leurs parents parce qu'ils ont regardé les vidéos. Le côté intergénérationnel complètement intéressant. Ouais, super. Mais du coup, j'ai hâte de commencer la collecte de données de mon mémoire et d'avoir les retours en vrai, quoi. Alors, il y avait 3 grandes thématiques qui ont été choisies par vos followers. Ouais. On peut rappeler lesquelles ? Oui. Il y avait l'environnement, il y avait les droits humains, qu'on découpait en droits des femmes et migration, et il y avait le décret paysage qui était très chaud dans l'actualité à ce moment-là et qui va le redevenir très probablement au courant de l'année. Donc, Et puis il y avait la question du public, du coup, qui était choisie en fonction, enfin on annonçait qui est-ce qu'on allait interviewer et justement la communauté pouvait suggérer des questions et en général il y avait un thème qui ressortait de ces réponses-là et du coup qu'on posait spécifiquement à un politique, quoi. Parce que de ces 3 thématiques, actuellement, dans les super notes, dans les discussions actuelles pour le gouvernement, on n'a pas l'impression que ça fasse partie des priorités du gouvernement qui est en train de se former. Comment vous expliquez ça ? Nous, on a écouté la communauté dans le choix de ces thématiques, mais après, même si les bords politiques sont divers, on est quand même sur une tranche d'âge, comme Eliu l'a dit, assez restreinte, et nous, on n'a pas été étonnés par le fait que ces thématiques ressortent de cette tranche d'âge-là. Je pense que l'élément générationnel a pas mal joué là-dedans. Oui. Et donc, comment ça se fait que c'est pas à jour Je pense qu'il y a un enjeu générationnel. Et puis voilà, là, c'est ma casquette. La question derrière, c'est est-ce que les jeunes sont assez entendus par les politiques Ça, c'est malheureusement pas à nous en tant que vidéastes et créateurs de contenu d'en juger. C'est à la jeunesse tout entière. Et si on juge en tant que jeune qu'on n'est pas assez entendu, on n'hésitera pas à sortir dans la rue, à faire valoir nos préoccupations. Je pense qu'ici, il y avait un biais dans le choix des thématiques, c'est que on l'a fait sur la communauté qui nous suit. Et là, ma casquette d'étudiant en sciences politiques m'impose de dire que c'est pas quelque chose qui est représentatif ni de la jeunesse, qui a des opinions très diverses, ni de la population en général. Alors après, voilà, maintenant, je pense qu'effectivement, les thématiques des préoccupations par la jeunesse, si on doit regarder les sondages, à mon avis, c'est pas celles qui sont évoquées dans les super notes. Donc attendons de voir. Je pense que les gouvernements ne sont pas encore formés. Attendons de voir, mais oui. Oui, après, je pense qu'il y a une part de responsabilité de l'échantillon. Oui. Du coup, mais il y a aussi, surtout, en effet, comme vous dites, une part de... qu'est-ce qu'on fait du coup de l'opinion politique des jeunes, surtout qu'on avait surtout des personnes qui votaient pour la première fois. Qu'est-ce qu'on fait ? Et puis c'est quand même des thèmes, typiquement quand on prend le thème de l'environnement, c'est des thèmes qui étaient hyper présents dans la campagne il y a 5 ans et cette année qui ont complètement été éclipsés et pourtant qui restent d'actualité pour les jeunes. Donc qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça ? Je pense qu'il y a des choses à apprendre de ça. Clairement, oui. Et d'ailleurs, il y a un rôle important, c'est celui des médias à l'intérieur de ça, dans la transmission des infos politiques sur les programmes. Moi, je vais raconter une anecdote. Moi, j'ai deux fils, un qui va avoir 17, l'autre qui va avoir 22 ans. Ils étaient donc tous les deux primo-votants en juin. Et bon, ils se sont renseignés chacun de leur côté. Ils ont évidemment fait les tests électoraux. Ils ont voté, ils nous ont dit pour qui ils ont voté. Nous, on n'a pas du tout voulu les influencer, mais on sait que, voilà, il y a quand même une influence familiale. Mais les médias
ils auraient pu jouer peut-être un autre rôle? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de plus ou de moins? Il y a eu pas mal de capsules, il y a eu pas mal de choses faites, mais est-ce que ça leur parle vraiment? Et est-ce que les médias loupent pas un peu le coche? C'était ma critique. C'est ce pourquoi j'ai commencé ce projet. C'était d'abord, je suis arrivé en envoyant une balle perdue à tous les médias belges francophones de ce qui existe. C'est soit des trucs faits par des vieux qui nous prennent pour des préados, soit des trucs chiants qu'on regardait la veille d'un examen en secondaire. Après, maintenant, cette campagne-ci, ça a changé. Il y a eu des médias, enfin des contenus un peu plus innovants, mais c'est clair que je pense que pour pouvoir adopter les modes de consommation et les modes de création de contenu des jeunes, il faut être jeune. Pour comprendre, je crois que pour pouvoir créer des contenus qui soient vraiment, qui respectent les jeunes, les codes des jeunes, il faut juste faire partie de cette cible-là. Donc, quand les médias décident de faire confiance à des jeunes pour le faire, je dis pas que tous les jeunes comprennent comment ça marche, mais quand des médias décident de faire confiance à des jeunes pour le faire, ça sent, ça se voit et ça fonctionne beaucoup mieux. Après, voilà, moi je suis personne pour juger des grands manquements et des éditoriaux, etc. Je pense que il y a pas de science infuse, il y a pas, ça reste la politique en Belgique, c'est quelque chose de très compliqué. Donc même, on parle de la jeunesse, mais je pense pas que tous les adultes y comprennent grand chose non plus et soient hyper intéressés par la question non plus. Donc, mais effectivement, ouais. Comment on doit parler politique aux jeunes? Tu parlais tout à l'heure, Nour, de constats que vous avez posés avant de lancer votre format, que c'était des longs débats, qu'on comprenait pas. Mais voilà, je vais pas m'avancer sur les constats, justement, je vais te laisser le faire. Mais comment on doit parler politique aux jeunes? Je pense que la première chose qu'on s'est dit en commençant ça, parce que concrètement, c'est la question qu'on s'est posée en commençant ce projet, le premier constat qu'on a voulu poser, c'est... Il faut les considérer, il faut considérer que c'est une cible à toucher, et le fait que on représente, qu'il n'y ait pas vraiment de médias politiques pour les jeunes, c'est sûrement lié aux mêmes choses que les thématiques principales pour les jeunes ne sont pas représentées dans le monde politique, c'est pas un hasard. Donc premièrement, il faut les considérer comme des acteurs politiques à part entière, exactement. Et puis, je pense que nous, on a un peu mis un point d'honneur à ne pas les prendre pour des cons, en fait. Donc, c'est pas des bébés citoyens. C'était le nom d'un de nos projets, le tout projet d'éducation média qu'on a fait avec Sophie et le Club de la Presse. On va bien s'entendre. On nous prend pour des C, exactement. Ouais. Ah oui. Vous avez été plus poli que moi. mais je pense que voilà, c'est OK, comment est-ce qu'on considère les jeunes comme des véritables destinataires pour l'information politique? Et du coup, comment est-ce qu'on fait du contenu qui les prend en considération et qui prend leur sensibilité en considération, sans pour autant rentrer dans un truc qui finalement les prend pas au sérieux ou qui sacrifie le fond au profit de la forme. Voilà. Ouais, c'est l'idée qu'il y a vraiment, en fait, déjà, il n'y a pas une jeunesse, il y a plein de jeunesse. Toutes les diversités d'opinions sont hyper bien représentées dans la jeunesse. C'est juste la manière de communiquer, la manière de s'intéresser est différente, mais il n'y a pas de bébé citoyen, en fait. À partir du moment où on a le droit de vote, notre vote vaut autant que le vote d'un adulte. Et du coup, nos préoccupations doivent pouvoir valoir autant. Donc, faire des contenus politiques pour ne pas parler politique et pour juste parler des personnalités des élus et des présidents de partis, c'est un manquement, je trouve, parce que du coup, là, vraiment, c'est dépolitisant par essence de pas vraiment prendre les gens au sérieux et les considérer comme des citoyens capables de comprendre les enjeux, parce que ça les concerne. C'est presque une question éthique. Ah, totalement. Ouais, bien sûr, ouais. Et ça a été une grande, pas difficulté, mais un grand challenge de vraiment mêler ce fond et sa forme. En partie, dans les interviews sans langue de bois, c'était plus chouette parce qu'on avait entre guillemets du temps. Ouais, voilà. Des vidéos de 20 minutes, 30 secondes par réponse, mais quand même, ça nous a permis même avec 30 secondes par réponse, ça nous a quand même pris 20-25 minutes par interview pour pouvoir tout aborder. Et ça a été surtout un grand défi dans les formats très courts qui avaient pour vocation d'être vus par un public beaucoup plus large, d'arriver à quel est le bon compromis entre la forme qui permet à la vidéo d'être vue, parce qu'il faut du dynamisme, il faut que ce soit des petits bonbons pour les yeux et que ça soit hyper satisfaisant et qu'on détourne pas le regard. Et en même temps qu'on apprenne des choses et qu'on trouve le bon ton pour ne pas être condescendant et qu'on donne quand même de l'information tout en restant condensé, Donc ça, c'était vraiment le challenge à l'écriture à chaque fois. Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi un enjeu de... évidemment, on n'aura pas le temps de couvrir l'éducation politique de toute une génération en 2 mois.
comment est-ce qu'on fait en sorte que ce qu'on donne comme information, ce soit une base d'esprit critique qui permette aux personnes qui ont regardé nos contenus de ensuite mieux être armées pour s'informer davantage par eux-mêmes. L'objectif de vos vidéos était là quand même. Il y avait une ambition d'éducation derrière, en fait, et de préparer au vote. Déjà de sensibilisation, dans le sens où pour des personnes qui se sentent pas concernées par la politique parce qu'on les sent pas concernés pour la politique, leur dire oui, vous êtes concernés et vous êtes... et c'est totalement légitime de s'intéresser à ça. Et donc déjà, ouvrir cette porte-là d'intérêt et puis aller un pas plus loin et être là en mode, ok, là, on vous donne les premières armes. Enfin, on essaye, en tant que aussi personnes qui essayons de faire nous-mêmes nos armes, on donne les premières armes pour s'aventurer dans cette espèce de bulle qui peut être effrayante d'apprentissage du monde politique, quoi. Et donc voilà. En soi, c'est presque un travail journalistique, mais vous l'avez dit, vous n'êtes pas journaliste. Alors, qu'est-ce que vous avez à apprendre au monde journalistique et qu'est-ce que vous avez à apprendre d'eux, peut-être ? Alors commençons par ce qu'on a à apprendre d'eux d'abord, toute humilité. Beaucoup de choses. Quand on a dû préparer les interviews sur Langue de Bois, c'était quand même un vrai challenge de le faire sans une connaissance hyper approfondie des sujets, en vrai, parce que nous, on aime bien la politique, mais un journaliste politique, ça mange politique, ça boit politique, ça discute politique, ça connaît par cœur sur le bout des doigts les dossiers. Nous, c'est pas notre cas. On a vraiment eu aussi ce regain d'intérêt pour la politique belge en amont des élections. Et puis voilà, il y a vraiment, on a essayé tant bien que mal d'appliquer le plus de déontologie possible dans notre approche. Pour avoir eu des discussions avec des journalistes, ils étaient quand même assez impressionnés du travail et en tout cas du point d'honneur qu'on mettait à faire attention à ces questions-là, que ce soit dans le pluralisme d'opinion ou bien le respect de la vérité, dans le traitement de l'information. Ouais. Maintenant, c'est un métier en soi. Donc nous, on a tout à apprendre de journalistes professionnels, de qui on l'espère peut-être s'entourer pour la suite de nos projets. On va continuer à parler propagande. L'émission avance un petit à petit. On doit forcément avancer. On va pas rester toute la nuit dans ces studios. On va continuer à parler propagande et on va s'intéresser aussi aux réseaux sociaux. Alors avant, on avait des politiques qui utilisaient des affiches, des tracts. Les moyens de communication étaient ceux qu'on connaissait. Aujourd'hui, la com, elle se passe surtout sur les réseaux sociaux. Pour faire le tour de la question, nous, on a téléphoné à Aubry Touriel, qui est journaliste pour le coup, qui travaille pour Dardar, Médor, Wilfried et bien d'autres médias, et on lui a un peu demandé comment ça se passait la politique sur les réseaux sociaux. Et avant, il n'y avait pas Internet, donc les partis politiques et les politiciens allaient dans les rues, tapaient aux portes, distribuaient des gadgets sur les marchés, ou alors ils distribuaient des tracts dans les boîtes aux lettres des gens. Avec l'évolution technologique, ils ont d'autres outils à leur disposition. Les partis politiques peuvent dépenser de l'argent pour sponsoriser leur contenu. Donc en fait, ils peuvent cibler certaines catégories de la population. Par exemple, ils peuvent se dire, moi je veux atteindre les garçons de 18 à 23 ans qui aiment telle chose sur Facebook. Et donc on voit que ils utilisent cet outil qui leur permet en fait d'atteindre un public cible assez précis. Par exemple, pour donner un chiffre, en 2023, tous les partis confondus en Belgique ont dépensé 6 millions d'euros sur Meta. Donc Meta qui est en fait la maison mère de Facebook et Instagram. Alors, faire sa promotion sur les réseaux sociaux, est-ce que pour vous, Nour et Léo, c'est faire de la propagande ? Bah oui. Complètement, de la même manière que faire des tracts et des affiches, c'est de la propagande, toujours dans cette même définition, mais oui, c'est de la communication politique qui s'adapte aux nouvelles manières aux modes de consommation des citoyens, et donc complètement, ouais. Parce que c'est complètement ciblé maintenant, c'est ça la différence avec... Ah oui, en plus, ouais. Vous vous êtes senti, vous, pendant la campagne politique, ciblé par des partis politiques ? Oui, mais en fait, je pense que oui. Si on prend peut-être une définition un peu plus dure, entre guillemets, de la propagande, oui, il y a quand même un aspect plus gênant au fait aux campagnes sur les réseaux sociaux qui sont ciblées, qui sont aussi qui jouent aussi avec l'algorithme, avec le type de contenu qu'on va voir, avec les bulles d'opinion dans lesquelles on est, etc., et qui crée un environnement digital, je sais pas si ça se dit. Oui, on entend toujours la même chose. Oui, on renvoie nos auditeurs à notre première émission sur les algorithmes et les bulles d'opinion. Je n'arrête pas de vous faire des petites pubs cachées. On va finir par vous engager. Et donc oui, je pense qu'il y a cet aspect qui est plus dangereux là où t'es sur un marché un dimanche matin, a priori tout le monde, tous les partis politiques peuvent venir te voir
et tous les personnes qui font leurs courses autour de toi vont pas parler toujours des mêmes opinions. Donc il y a cet aspect-là. Et puis je pense qu'il y a un autre aspect qui est aussi la nature des formats, qui sont quand même des formats hyper courts, un peu dans le sensationnel et dans la personnalisation aussi, où on se fixe beaucoup sur des personnes. Il y a aussi, en France, ça a été particulièrement bien illustré avec la campagne de Bardella sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même une dérive qui existe. Déjà, de un, ces bulles d'opinion, qui sont où c'est hyper facile de rentrer dedans, en fait, et de deux... s'arrêter à la personne quand on parle de politique et à l'aura et au charisme de la personne. Donc oui, ça c'est quand même c'est des gros points négatifs du truc, quoi. C'est une dimension en plus, quoi. Ça demande, nous, c'est pour ça que des initiatives comme les vôtres sont excellentes, parce que ça nous demande, nous, d'avoir un esprit critique assez acéré quand on voit ce genre de contenu-là, parce qu'effectivement, il y a même des partis qui vont faire des vidéos qui ont prétention à être éducatif, prétention à expliquer comment fonctionne tel ou tel concept, et qui derrière en fait sont juste des outils de propagande pour essayer de nous convaincre. Donc justement, en fait, pour observer tout ça, Aubry, qu'on a interviewé, il est membre d'un collectif qui s'appelle AdLens, et il va revenir un petit peu sur ce collectif. Il va nous expliquer dans le son qui arrive un peu ce que c'est, et aussi les tendances des partis politiques sur les réseaux sociaux. Donc AdLens, c'est un collectif qui est créé en 2021. Donc on s'est constitué surtout de journalistes, de data analystes et de chercheurs. En fait, notre but derrière cette démarche, c'est que on veut plus de transparence. Nous, notre idée, c'est vraiment de rendre ces données accessibles à tous. Et donc vraiment, l'objectif ici, c'est de pour permettre aux journalistes et aux chercheurs d'avoir plus de données pour pouvoir un peu voir l'évolution de la propagande sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que en fait, si on compare la Belgique aux autres pays, on est un peu les champions d'Europe. On se rend compte que, et c'est un phénomène surtout flamand, il y a beaucoup de partis flamands qui dépensent énormément sur les réseaux sociaux. J'ai cité le chiffre de 6 millions d'euros. Parmi ces 6 millions d'euros, on voit que les partis qui dépensent le plus sont des partis flamands, mais des partis qui ne sont pas au pouvoir au niveau fédéral. Donc le trio de tête depuis des années, c'est le même. En fait, c'est le Vlaams Belang, donc le parti d'extrême droite flamand, la NVA, un parti nationaliste flamand de droite, et la page néerlandophone du PTB, qui est le PVLDA. Donc on voit que ils dépensent même de plus en plus et ils veulent attirer comme ça de nouveaux électeurs grâce à cette propagande. Alors dernière question avant un moment assez magique qui arrive. Donc on en a déjà un peu parlé, mais en quoi c'est un problème pour toute personne qui se promène sur les réseaux sociaux, en quoi c'est un problème de recevoir des communications politiques comme ça ciblées? Parce que ça permet, en fait, on joue à armes inégales. C'est-à-dire que via les réseaux sociaux, on donne la possibilité que ce soit aux politiciens ou aux annonceurs de produits de nous connaître parfaitement sur le bout des doigts de nos habitudes de consommation, qui on est, ce qu'on aime, quel âge on a, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on va. Et donc à partir du moment, si tu as toutes ces informations sur quelqu'un, tu sais exactement ce que cette personne a envie d'entendre, et donc tu sais exactement comment la convaincre facilement. Et ça permet aux politiques, et là où c'est pernicieux, c'est que c'est pas toujours de manière explicite. Il y a beaucoup de communication qui est faite en sous-marine, c'est-à-dire que vraiment ils vont faire des campagnes qui sont invisibles pour les analystes, pour les gens. Ça manque de transparence, pardon. Complètement, oui, voilà, complètement, et qui sont juste à destination de leur destinataire. Donc ça leur permet aussi d'utiliser tout un tas d'outils, comme par exemple les fausses informations, etc., pour répondre aux besoins et à toutes les faiblesse psychologique de l'être humain, en fait, via une communication ultra ciblée. Puis donc c'est dangereux. C'est assez dingue. Enfin, je vous invite vraiment à aller lire le rapport de AdLens aussi. 6 millions d'euros dépensés par les partis politiques belges en 2023. C'est énorme. On s'en rend pas forcément compte. Petite question vraiment subsidiaire, mais c'est juste pour rigoler. Votre contenu, il était sponsorisé, vous ? Non. Justement, c'est pour rigoler, mais ça va quand même me faire parler, donc regarde ton chrono. Non, et c'était ma volonté aussi quand j'ai monté le projet, parce que en fait, de base, on ne devait pas avoir de financement, mais même pour aller en chercher, moi, j'ai toujours voulu que notre reach, donc la portée de notre contenu soit purement organique, c'est-à-dire qu'elle soit purement parce que c'est ce que les gens veulent voir de manière générale. Donc, un contenu qui est vu par beaucoup de gens sur Instagram, c'est un contenu que beaucoup de gens ont
aimé et que du coup beaucoup d'autres gens on leur a présenté ce contenu et ainsi de suite. Et donc on voulait que ce soit absolument organique pour éviter de fausser en fait. Et puis nous aussi on voulait avoir un bon retour sur est-ce que ce genre de contenu là plaît, est-ce que ce genre de thématiques là peuvent avoir écho chez les jeunes, et au final on est assez content de voir que oui. Waouh. Et je pense que admiration. Si je peux juste revenir un tout petit peu avant, s'il y a aussi ce truc dans les campagnes sur les réseaux sociaux où en fait on saute un peu une étape qui est l'étape de s'informer des sujets desquels on parle en fait avant de pouvoir faire un choix, c'est ça, de pouvoir faire un choix de sensibilité de comment est-ce qu'on veut traiter de ce problème. Où du coup les campagnes des partis deviennent à la fois la source d'information et à la fois la source d'opinion, et que du coup et je pense que notre initiative elle avait un peu pour but de retourner sur les réseaux sociaux et de se dire ok, on a loupé une étape, si on revenait à l'étape d'avant, si on reséparait un peu l'opinion de l'information. Et c'est très intéressant en tout cas votre travail, bravo déjà pour ça. Alors sur votre chaîne vous passez vos invités aux petites questions rapides, oui ou non. Oui. Nous on a décidé de vous poser des questions version stop ou encore, et vous proposez 6 questions. Alors vous nous dites évidemment stop ou encore à certaines propositions, et vous pouvez, nous on est gentils, commenter en quelques mots brièvement si vous voulez. Oui, voilà. Ok. Gaëtan, je te laisse. Oui, on est parti. Alors la première question, le vote à 16 ans. Encore. Oui, encore. À condition d'avoir un peu une bonne source d'information. Exactement. Qui permette aux jeunes de faire leur choix, pas via l'opinion, mais via l'info. Elio Di Rupo sur TikTok. Encore, c'est marrant. Encore. Un commentaire, non? Elio. Je suis là pour lui voler la vedette. Je veux que mon prénom soit associé à moi. On veut et que la concurrence reste. Alors, je sais pas si vous en avez vu là où vous habitez, mais des affiches électorales avec des animaux. Accompagnés d'animaux. Stop. Ça kitsch possible, ouais, stop. Tu votes pas pour un chien. Oui, c'est ça, tu votes pas. Allez, on est vraiment au niveau zéro, quoi. Ouais, regardez, j'ai un petit chien. J'ai un bon contact avec les animaux, du coup, je serai un bon représentant. Bah non. On va rester un tout petit peu dans la thématique, parce qu'un des protagonistes a un petit chien. La guéguerre montoise sur les réseaux sociaux entre Nicolas Martin et Georges-Louis Boucher. Stop, la paix, ouais. Non, je sais pas. J'ai pas spécialement d'avis, on suit pas, mais si c'est sur le fond, encore, si c'est sur la forme. C'est beaucoup de forme. Hein. Si c'est que sur la forme, alors stop. Ça affaiblit le débat, ouais, stop. Oui, mais après, c'est important de conserver un débat éveillé et démocratique. Coucou Charles. Encore. Tu connais pas? Mais j'ai pas ces rêves, moi. Je sais ce qu'on tu prends bas. C'est un compte parodique sur Facebook qui a commencé avec Charles Michel quand il était Premier ministre, qui fait des trucs hilarants, des montages et tout. Faut que t'ailles voir. Ok, encore alors, sinon je vais pas avoir l'occasion d'aller voir ça. Allez, dernière question, les interviews sans langue de bois. Encore. Elles vont peut-être naître. D'ailleurs, justement. Alors, ça va être quoi vos projets futurs? Vous pouvez en glisser quelques mots ici? Oui, je vais le faire de manière très prudente parce que il y a encore rien qui est officiel. On va évidemment continuer à faire des vidéos pour nous. Là, pour le moment, on a fait une grosse pause sur l'été, le temps de déjà de nettoyer tout ce qu'on a mis sous le tapis pendant la période électorale parce que c'était un peu intense et qu'il a fallu qu'on répare quelques petits trucs sur d'autres projets et sur nos vies perso. Et puis là, on va continuer à faire des vidéos pour nous. Il y a les élections communales qui arrivent où on va faire un peu de contenu. C'est moins facile parce que c'est des enjeux moins larges et c'est des enjeux très locaux, mais c'est aussi un enjeu de faire comprendre ça aux gens. Et puis voilà, éventuellement peut-être des collaborations avec des médias en Belgique ou peut-être même ailleurs, on ne sait pas, on verra. Tout dépend de l'avenir et de comment les gens nous suivent. Finalement, on est déjà super content d'avoir eu une telle audience et des retours aussi positifs et autant de reconnaissance et même il y en a, c'est carrément de l'amour, hein, c'est vraiment des messages de remerciement. C'est vrai, vous avez fait des belles rencontres. Non, pas de l'amour comme ça, mais je suis tellement innocente, j'étais là en mode pas nécessairement. mais par contre vraiment des chouettes messages. Il y a une différence entre quelqu'un qui vient et qui nous dit c'est chouette ce que vous faites et quelqu'un qui vient et qui dit merci. J'en ai parlé avec mes parents. C'est la première fois que je me suis intéressé à la politique. Ça motive, quoi, ça donne du sens. Ça donne du sens à fond. Donc merci au public pour ça.
En tout cas, à la suite, il y a une suite en tout cas. Ah bah oui, évidemment, sinon on serait pas là. Voilà. Sinon on serait pas là. Non, ouais. On est un peu sur notre fin, mais bon, on ferait. Mais on va vos suivre projets. avec grande attention. Ah bah super, merci Trop beaucoup. bien. Mais moi, Nous j'ai aussi. passé un trop bon moment. Oui, vraiment. Vous avez répondu à toutes nos questions de façon magnifique, complète. Et c'est, voilà, pur Mais bonheur, c'était comme on dit. des super questions. C'était super C'était vraiment questions, avec super grand pertinentes. plaisir. Voilà. Mais merci beaucoup de nous avoir rejoints dans ces studios pour cette émission. Donc, on peut vous suivre. On rappelle un peu vos réseaux sociaux. C'est alors sur Instagram, c'est @elioslm, ELIOSLM, et vous pouvez taper Elio Adjar, ça s'écrit avec un C, A-C-A-R. Et vous trouverez sur YouTube, sur Insta, sur TikTok. Normalement, voilà, si vous tapez mon nom, prénom, ça se trouve. Et Nour, c'était réseau un peu privé, donc On va peut-être pas donner mon Travaille nom en ça. coulisses. voilà, c'est ça. Alors nous aussi, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On a un tout petit peu moins de fans, il faut l'avouer, Oui. Sophie. Malheureusement. Pour le moment. Oui, bah oui, on espère. On vise allez, on va faire le buzz avec vous. Et donc, voilà. Club de la presse Mondaneum, suivez-nous. Et puis toutes les infos sur ces projets d'éducation média, vous pouvez les retrouver sur olthem.be, olthem.be. Il y a plein de dossiers pédagogiques, des émissions radio, plein de trucs. Des tas de ressources pour justement former les jeunes dont on parlait à l'esprit critique. Super projet. Bon, merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Merci à et vous. bravo pour tout votre travail.